Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, votre bien-être santé. Santé Magafrique. Mesdames, Messieurs, auditeurs d'Ifriqiya FM, vous écoutez Santé Magafrique. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre. Santé Magafrique, 26 minutes santé. Vous les passerez avec moi, Samar Hamadi, le médecin infectiologue Ilyas Khamouk. Bonjour docteur, comment va la santé? Bonjour Samar, tout va bien et toi? Ça va tranquille. Alors dans ce numéro, nous parlons d'une malformation congénitale dans laquelle la lèvre et ou la voûte et la bouche ne se ferment pas au niveau de la ligne médiane et restent ouverts, créant une fente labiale et ou une fonte palatine. Ces anomalies sont présentes à la naissance et perturbent l'alimentation et plus tard le développement de la parole. Il s'agit, mesdames, messieurs, de ce qu'on appelle une fonte bucco-faciale, une fonte labio-palatine ou bec de lièvre. Plusieurs appellations sont données, mais donc c'est quoi un bec de lièvre, docteur? Alors en fait, comme tu as dit, on appelle ça une fonte labio-buccale, labio-palatine, labiale ou palatine seule. Donc c'est un problème congénital, c'est un problème embryonnaire. Donc c'est un problème de fusion entre le côté droit et le côté gauche du visage, soit au niveau de la lèvre supérieure, donc c'est ce qu'on appelle une fente labiale, soit au niveau de la cavité ou la voûte buccale, et on appelle ça une fente palatine, ou bien quand c'est associé, on appelle ça une fente labio-palatine ou un bec de lièvre communément. Donc, c'est des malformations qui sont assez fréquentes du bas du visage, qui apparaissent généralement tôt dans le développement embryonnaire, entre la 5e et la 2e semaine de l'évolution d'un fœtus. Le plus souvent, elles sont unilatérales. Voilà, donc c'est ça la définition. Et docteur, avant de développer, qu'est-ce qui fait que cette malformation soit assez fréquente? Alors en fait, les causes sont souvent méconnues. Mais ça reste une malformation qui est assez fréquente. Elle peut être isolée, c'est-à-dire qu'on a juste un problème de fente, comme elle peut être associée malheureusement à d'autres syndromes de malformation, donc associée à des malformations cardiaques, malformations rénales, etc. Selon les populations, elle est assez différente. Elle est fréquente chez les populations japonaises, par exemple. Une personne sur 600 personnes. Elle est plus faible chez les populations noires américaines, c'est une sur 2200. Chez les populations européennes, c'est à peu près 1 sur 1000. Donc, c'est différent selon les populations. Ça reste quand même une malformation fréquente si on compare à d'autres malformations. Les causes, elles sont inconnues, mais on a beaucoup attribué l'augmentation du chiffre à consommation chez la maman, donc qui est enceinte, de consommation d'alcool, de consommation de tabac ou de certains médicaments qui augmentent le risque de problèmes de fente labiopalatine chez les bébés. D'accord. Donc, vous aviez cité les formes de la maladie. Donc, il existe 3 formes de fente labiopalatine, docteur. Oui, il existe des fentes, ce qu'on appelle des fentes labiales. Donc, c'est une atteinte au niveau de la lèvre supérieure qui paraît fendue, donc elle paraît déchirée. Dans 70% des cas, elles sont isolées. Donc, on a juste un problème au niveau de la lèvre supérieure qui est coupée et qu'on doit prendre en charge. Dans 30%, elle est associée à d'autres malformations. On va juste les citer, par exemple le syndrome de Van der Wood ou le syndrome de Gorlin qui est associé à des problèmes de mâchoire, par exemple. Donc, on a la fente labiale, il y a la fente palatine ou vélopalatine. Alors, on a un trou, si j'ose dire, au niveau à l'intérieur de la bouche, donc au niveau du voile du palais, le voile qui n'est pas fermé. Donc, il y a un trou entre le nez et la cavité buccale, c'est la fente palatine. Et puis, on a les fentes labiopalatines, donc c'est l'association au niveau de la lèvre supérieure, au niveau de la voûte buccale. Dans la plupart des cas, elles sont unilatérales, c'est-à-dire un seul côté. Dans 90% des cas, c'est soit le côté droit, soit le côté gauche. Dans 10 à 20%, c'est bilatéral. Donc, on a deux fentes
On dit qu'elle touche 2 fois plus les garçons que les filles et touche surtout le côté gauche par rapport au côté droit. Donc, docteur, quelles sont les conséquences d'une fonte labio-palatine? On se demande, otite, problème de mastication, kyste à la base du nez, quelles sont les conséquences? En fait, les conséquences, malheureusement, vu que c'est une pathologie qui est congénitale, donc on va naître avec. Déjà, le diagnostic, on peut le faire pendant la grossesse, avec une bonne échographie chez une maman enceinte, on peut déjà déceler une fente labio-palatine. Mais le plus souvent, le diagnostic se fait directement à la naissance. Donc, on va directement voir que le bébé, il a une fente au niveau de la lèvre supérieure, il a une fente au niveau de la cavité buccale. Malheureusement, les conséquences sanitaires, c'est que, des difficultés respiratoires. Après la naissance, les nourrissons porteurs d'une fente labio-palatine peuvent avoir des problèmes respiratoires, avec des respirations bruyantes, avec un passage des aliments, du lait notamment au niveau des voies respiratoires, parce que c'est un peu délicat de délimiter les voies respiratoires et les voies digestives. Donc il y a des difficultés d'alimentation. La fente, elle perturbe l'alimentation, notamment la prise de biberon. Le biberon, il est mal accueilli par le bébé, c'est ce qui va vraiment, c'est-à-dire aggraver l'alimentation du bébé, avec parfois des passage du lait dans les voies respiratoires, et ça va induire des problèmes respiratoires, comme je l'ai dit. La tétée, elle est difficile, même l'alimentation naturelle, c'est-à-dire au sein, elle est difficile parce que le bébé a souvent besoin de respirer par le nez, et avec la fente, ça va créer des problèmes de circulation de l'air, des troubles ORL, donc avec passage de l'aliment, passage du lait au niveau des oreilles, et induire des otites à répétition, des otites séromuqueuses, qui peut, à un certain âge, surtout chez les tout petits bébés, induire des pertes d'audition avec des hypoacousies, et bien sûr des troubles bucco-dentaires, vu que la voûte elle n'est pas bien constituée et la fente touche la gencive, donc ça va perturber la dentition en qualité de nombre de dents, de la forme de dents, la position des dents. Il y a les mauvais positionnements des maxillaires. Alors les maxillaires, c'est les mâchoires, donc la mâchoire supérieure, et la mandibule, c'est la mâchoire inférieure. On peut avoir des décalages entre les deux mâchoires. Donc il y a un problème esthétique, mais un problème aussi fonctionnel. Ça va influer chez l'enfant quand il va grandir. Et bien sûr aussi, vu que c'est un bébé, et vu que c'est congénital, il y aura des problèmes de la parole. Donc l'enfant ne peut pas s'exprimer correctement parce qu'il y a une fuite d'air par le nez. Alors, on a la voix qui est nasonnée. L'enfant qui ne s'exprime pas correctement ne comprend pas très bien. Donc c'est très très important de faire le diagnostic très très tôt et de prendre en charge rapidement. Et prendre en charge, on veut dire par ça opérer, docteur, aussi. Oui, alors déjà on va commencer par le diagnostic. Tout médecin, accoucheur, pédiatre doit rechercher la fente labio-palatine à l'examen, que ce soit la fente labiale au niveau du visage, soit la fente palatine à l'intérieur. Bien sûr, le traitement, il n'est que chirurgical. Le traitement, en vérité, c'est un traitement qui est multidisciplinaire. Ça va du gynécologue qui peut faire le diagnostic pendant la grossesse, avant l'accouchement. Ouais, plusieurs étapes. Au pédiatre, au CCiste. Alors, le CCiste, c'est le chirurgien infantile. Celui qui va opérer. Donc la chirurgie, elle est nécessaire pour réparer la fente labio-palatine ou la fente labiale ou la fente palatine. C'est une qui va induire, elle va se faire au bout des premières semaines de vie. Elle peut se répéter selon la croissance de l'enfant. Si on voit que l'enfant grandit, il y a toujours des problèmes, donc on peut le réopérer. Il y a aussi la chirurgie esthétique. Parce que, rappelons que c'est une fente au niveau du visage, ça peut se voir, ça peut créer un problème esthétique. Donc, il faut parfois, au-delà de la chirurgie réparatrice, aussi une chirurgie esthétique. Oui, mais docteur, permettez-moi de vous poser cette question. Au bout de combien de temps on opère un enfant? En fait, ça dépend. C'est une très bonne question. Ça dépend des cas, parce qu'il y a les petites fentes, il y a les grandes fentes. En général, c'est autour de 6 mois. On commence à opérer. Pourquoi 6 mois, docteur? Pourquoi le choix de cette durée? 6 mois parce qu'on attend quand même que l'enfant
grandisse, qu'il soit opérable. Un bébé, un nouveau-né, c'est très fragile. Un nouveau-né, c'est très fragile. Qu'il soit résistant. C'est une opération voilà, c'est pas une opération anodine, hein, c'est pas quelque chose de très simple. Donc, on va attendre que l'enfant grandisse un peu, se nourrisse un peu, c'est-à-dire qu'il soit un peu costaud pour l'opérer. Maintenant, on peut opérer 1 fois, 2 fois, 3 fois, selon le degré d'importance de cette fente labiopalatine. Et on peut faire même après de la chirurgie plastique et de la chirurgie esthétique pour avoir un aspect qui se rapproche le plus de la normalité. Dans la prise en charge aussi, il faut pas oublier l'orthophoniste qui va apprendre à l'enfant à s'exprimer, parce que c'est plus difficile que pour un enfant qui n'est pas atteint de cette pathologie. L'orthodontie, donc le dentiste qui va corriger un éventuel problème de mâchoire, un éventuel problème d'alignement des dents, etc. Et un psychologue, ça c'est très important. Mais docteur, quand on parle de l'orthophoniste, là on parle du suivi après la chirurgie, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est quand l'enfant il commence à s'exprimer vers l'âge de 2 ans, 3 ans, parce qu'on peut avoir des séquelles, des complications, et c'est très important de s'exprimer, parce que l'enfant a besoin d'apprentissage, d'apprendre à parler. Donc il faut que ça soit très tôt. On va pas attendre que l'enfant grandisse pour le suivre, pour lui apprendre à parler, parce que c'est un état particulier. Il faut s'adapter à cette forme de bouche, à ces complications. Donc et un psychologue, c'est très très important quand on est à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans. Un psychologue, un pédopsychiatre qui va parler à l'enfant, qui va l'orienter. Un suivi psychologique est nécessaire justement, parce que l'enfant il est né avec une malformation, il se retrouve différent des autres. C'est très nécessaire. Déjà par le côté esthétique, mais aussi par le côté fonctionnel, parce que j'ai dit qu'il y avait la respiration, l'alimentation, la parole. Donc c'est très important d'accompagner psychologiquement l'enfant. Et jusqu'à quel âge l'enfant sera-t-il suivi, docteur? Alors, en général, ça dépend du type, parce qu'il y a des petites fentes labiopalatines qui vont se corriger par elles-mêmes, qui passent inaperçues, comme il y a des grosses fentes labiales importantes. Donc, ça dépend de la prise en charge, si elle est précoce, si elle est complète, parce que j'ai dit que c'était multidisciplinaire. Il faut des chirurgiens, des psychologues, des orthodontistes, des orthophonistes, etc. Si on prend correctement et rapidement le cas en charge, au bout de 4 à 5 ans, l'enfant, il passe, c'est bon, hein, il passe dans la normalité, il mange correctement, il s'exprime correctement, il a un aspect visuel qui est limite perceptible. Hein. On a beaucoup de connaissances qui ont une petite cicatrice au niveau de la lèvre supérieure. C'est une fente labiopalatine qui a été opérée. Donc, une prise en charge précoce et surtout multidisciplinaire est vraiment importante. Vous êtes médecin, vous exercez votre métier, vous êtes médecin africain, vous exercez votre métier en Afrique. Donc, parlez-nous de la prise en charge de la fente labiopalatine en Afrique. Bon, c'est vrai que cette malformation est relativement rare en Afrique par rapport à d'autres continents. Mais malheureusement, s'il y a une association avec d'autres malformations, on a beaucoup de bébés qui décèdent, d'enfants qui décèdent par fente labiopalatine parce qu'ils peuvent faire des fausses routes, c'est-à-dire des aliments qui vont passer dans les voies respiratoires et donner un arrêt respiratoire. Donc, c'est une prise en charge qui peut être très lourde, parce que ça nécessite plusieurs médecins, ça nécessite des interventions chirurgicales, parfois c'est coûteux, et on sait très bien que le coût de la vie, le coût de la santé est inégal en Afrique. Il y a des pays qui assurent une couverture complète, il y en a d'autres où c'est vraiment difficile, notamment les gens qui habitent dans des villages, qui sont loin de centres de santé, parce que là, on parle pas de soins de santé primaires, hein. Là, on parle de soins quand même importants qui nécessitent un lourd investissement. Donc, c'est très important de traiter des pathologies graves, mortelles, fréquentes comme le paludisme, le VIH ou d'autres pathologies, mais aussi de traiter ce genre de malformation, parce que si on ne les prend pas bien en charge, ça peut être un lourd fardeau pour les enfants, notamment sur le côté esthétique, hein, parce qu'on voit dans des pays plus pauvres où
on néglige un peu le côté esthétique. L'enfant, il survit, il vit sa vie, mais il a quand même une cicatrice assez vilaine au niveau du visage. Ça va le complexer. C'est pour ça que je rappelle toujours que la prise en charge, elle est multidisciplinaire. On va pas penser qu'à la survie, on va penser aussi au confort des patients. Et justement, maintenant, je vous pose cette question, docteur. Après, on a parlé de les risques qui peuvent être engendrés sans l'opération, si on n'opère pas une opération. L'enfant va vivre avec un malaise, va vivre gêné, va avoir des malfonctions. Mais quels sont aussi les risques d'une opération de fonte labiopalatine? En fait, c'est une opération qui n'est pas anodine parce que elle doit être faite par des chirurgiens spécialisés, ce qu'on appelle des chirurgiens infantiles, des cécillistes. Des cécillistes. Et parfois, ils opèrent en équipe quand la fente elle est plus importante avec des chirurgiens, des médecins ORL. Et je rappelle l'ORL, des médecins ORL sont des médecins et des chirurgiens aussi, vu les conséquences. Au niveau ORL, les conséquences au niveau des oreilles, au niveau de la parole, etc. Donc, c'est très important que ce soit une coordonnée. L'idéal, c'est d'avoir un centre de référence avec plusieurs spécialités qui travaillent ensemble. Donc, des radiologues, des pédiatres, des gynécologues, des CCI, des sages-femmes, parce qu'il y a beaucoup de centres, notamment en Afrique, où c'est les sages-femmes qui sont responsables de l'accouchement. Il faut qu'elles soient formées pour détecter rapidement ces malformations et les orienter rapidement. Donc ça, c'est très important. La prise en charge, c'est pas une chirurgie facile. Et dans toute intervention chirurgicale, on peut avoir des complications infectieuses, des complications thromboemboliques, des décès, etc. Mais malheureusement, c'est une nécessité d'opérer. L'idéal, c'est d'avoir les bonnes conditions, des centres bien équipés, avec les respects des règles d'hygiène, avec une bonne information pour les parents et surtout un suivi post-opératoire qui est très très important. Donc ça reste quand même une malformation qui le plus souvent n'est pas très grave, mais qui nécessite quand même un suivi médical et un accompagnement médical qui va durer quand même plusieurs années. Et assez important. Et l'élocution, docteur, peut-elle être gênée par une fonte labiopalatine même après le recours à la chirurgie? Oui, malheureusement, si la fonte labiopalatine est importante, c'est-à-dire elle est grande, on peut avoir des conséquences. On peut même la prise de tétée. Le bébé n'arrive pas à téter sa mère, il n'arrive pas à prendre le biberon. Il faut des biberons adaptés. Parfois, on a ce qu'on appelle une orthèse palatine. On peut la faire avant la chirurgie ou après la chirurgie. C'est une plaque qui est placée au niveau de la cavité buccale pour fermer ce trou. Ça, c'est parmi les médicaments. Mais vous voyez, des biberons adaptés, on n'en trouve pas souvent en Afrique. C'est pour ça qu'il faut... Il y a vraiment beaucoup de conséquences, même pour la maman, parce qu'on a tendance à oublier les parents, notamment la mère, qui n'arrive pas à nourrir son enfant au sein. C'est dramatique, déjà qu'il y a l'aspect visuel qui peut être gênant, mais il y a aussi le sentiment de culpabilité de la mère, parce qu'à chaque fois qu'il y a une malformation, elle va s'interroger, est-ce que j'ai fait mal quelque chose ou pas? C'est vrai que parfois la maman est responsable lorsqu'elle consomme du tabac ou de l'alcool, et je rappelle que c'est complètement interdit chez les femmes enceintes de fumer ou de boire de l'alcool, parce que ça peut donner ce genre de manifestation de malformation. Mais aussi, il faut dire que parfois la maman, elle est pour rien, parce que parfois c'est génétique. C'est une mutation génétique qui n'a rien à voir avec la maman. C'est héréditaire. On a peut-être un oncle ou un arrière-grand-père qui a une fonte labiopalatine. Ça peut arriver juste chez les enfants. Donc ça, c'est un message pour les médecins. Faut pas toujours dire que c'est la maman qui a été responsable parce qu'elle a mal fait quelque chose. Ça peut être d'origine génétique, ça peut s'induire dans un syndrome malformatif plus général avec des malformations cardiaques ou rénales. Et une question un peu sensible et délicate, docteur. Pendant le diagnostic prénatal, quand préconise-t-on une IMG pour une fonte labio-palatine? Alors ça, c'est une très bonne question, mais qui est vraiment difficile à faire parce que c'est au cas par cas. J'ai dit que la fonte labiopalatine, elle est le plus souvent isolée.
C'est juste une malformation qui est localisée. Et dans ce cas-là, normalement, moi je suis pas gynécologue, je suis pas pédiatre, mais normalement, ça nécessite pas une interruption médicale de la grossesse parce que ça ne constitue pas un danger ni pour la maman ni pour le bébé, à condition de s'être préparé dès la naissance du bébé à le prendre en charge rapidement et efficacement. Maintenant, si on trouve une fente labiopalatine, il y a une possibilité d'avoir d'autres malformations chez le bébé, des malformations cardiaques ou rénales ou cérébrales qui peuvent être incompatibles avec la vie. Et là, c'est toute une discussion entre le gynécologue, le pédiatre, les parents pour voir est-ce qu'il y a lieu de faire une interruption médicale de grossesse. Mais en général, dans la plupart des cas, une fente labiopalatine est assez localisée, elle est assez bénigne, et si elle est bien prise en charge, ça ne constitue pas de danger pour le bébé ni pour la maman. Et est-il donc, docteur, possible que la fente se rouvre quelques années après l'opération? Oui, à un petit âge, à un âge très précoce, on peut opérer de manière efficace la fente labiopalatine, et puis avec la croissance de l'enfant. Parce que c'est là la difficulté chez le bébé et l'enfant. Un nourrisson grandit rapidement, sa cavité buccale, elle va grandir, son visage va grandir. Donc, on peut fermer ça de manière chirurgicale et après quelques mois, après quelques années, on va voir qu'il y a une petite ouverture qui va se faire. C'est normal, c'est la croissance. Donc, c'est habituel qu'il y ait une reprise chirurgicale pour encore opérer l'enfant. Généralement, c'est la deuxième fois, ça suffit. On va aller jusqu'à 3 fois. On va opérer l'enfant. Et c'est pour ça que le suivi, il va s'étaler sur plusieurs années. Que ce soit pour le pédiatre, que ce soit par le chirurgien, par l'ORL, par l'orthodontiste, par l'orthophoniste. C'est au bout de quelques années, quand l'enfant il va grandir rapidement, c'est là où on pourra être complètement rassuré par rapport à la fente labiopalatine. Voilà. Et le diagnostic, docteur, se fait toujours dans le ventre de la maman ou bien parfois après? Enfin, ça dépend du degré de la fente. Si elle est importante, on peut faire le diagnostic en anténatal, donc pendant la grossesse, avec un bon gynécologue qui va. Parce que pourquoi c'est important? Parce que déjà pour avertir les parents, pour les préparer, parce que parfois le diagnostic qui se fait pendant l'accouchement, la maman est choquée, le papa est choqué, il va voir qu'est-ce que c'est que ça, ils sont pas préparés, etc. Donc si on prépare les parents, déjà on leur dit c'est pas grave, c'est un problème, il n'y a pas de fermeture complète, c'est pas grave, on va opérer juste après la naissance. Déjà, ils sont préparés et même ils peuvent aller dans un centre qui est plus adapté, qui est plus apte à le prendre en charge. Mais dans la majorité des cas, notamment dans les zones les plus pauvres, c'est à la naissance, à l'accouchement, on va voir que l'enfant, il a une ouverture au niveau de sa lèvre supérieure, ou bien à l'examen de la gorge, on va trouver le palais qui n'est pas complètement fermé, et c'est là où on fait le diagnostic. Mais l'idéal, bien sûr, c'est de faire pendant la grossesse. Et au bout de combien de mois, docteur, on détecte dans le ventre de la maman où on arrive à diagnostiquer cette fonte? En fait, c'est à partir de 5 mois, 6 mois de grossesse que ça va vraiment bien se visualiser. C'est en général là, bien sûr, ça dépend de l'opérateur, ça dépend du matériel, parce que vous savez que les échographes, il y a des différentes qualités. Maintenant, avec les dernières technologies en 3D, on arrive quand même à dépister assez rapidement les malformations en général. Mais bien sûr, ça dépend de la qualité de l'opérateur, donc du médecin qui fait l'échographie, et aussi du matériel. Donc, docteur, avant de finir, des conseils aux personnes, aux mamans qui portent des bébés ayant des fontes labiopalatines pour ne pas paniquer, ne pas s'inquiéter. Qu'en dites-vous? Alors oui, premièrement, conseil à toutes les mamans, toutes les femmes enceintes, qu'ils prennent des compléments alimentaires, notamment à base d'acide folique. C'est très important de faire l'acide folique, parce que la grossesse, déjà, ça induit une carence en fer et en acide folique. Alors l'acide folique, c'est une vitamine. Donc de prendre des compléments alimentaires qui sont bien sûr indiqués par le médecin gynécologue. Deuxièmement, de faire un suivi régulier chez le gynécologue, parce qu'on connaît des femmes enceintes qui n'ont jamais vu
le gynécologue jusqu'à l'accouchement, donc de faire de contrôle pour dépister le maximum. Et bien sûr, qu'il soit préparé. La fente labiopalatine, dans la majorité des cas, c'est un problème bénin. Ça ne constitue pas un grand danger, à condition de faire un dépistage précoce et bien sûr de prendre en charge rapidement avec une équipe multidisciplinaire. Un conseil même aux femmes qui s'apprêtent à porter des bébés, qui s'apprêtent à se marier, qu'en dites-vous aussi? Il faut éviter à tout prix de consommer de l'alcool, de fumer pendant la grossesse parce que ça peut avoir des conséquences sur le bébé, ça c'est très très important. Voilà. De prendre des compléments alimentaires, de faire un suivi régulier chez le gynécologue. Ça reste quand même des informations rares, pour ne pas faire paniquer toutes les mamans qui nous écoutent. Oui. C'est une malformation rare, c'est un cas sur 2000, un cas sur 3000. Et même dans ces cas-là, avec la médecine moderne, on arrive à gérer et ça peut passer même inaperçu quand l'enfant grandit. Voilà, merci docteur, donc pas de panique. Je rappelle que notre numéro, pas de panique. Je rappelle que notre numéro était consacré à ce qu'on appelle la fente labiopalatine. Si vous venez de nous rejoindre et que vous n'aviez pas écouté l'émission, vous pouvez la retrouver sur nos réseaux sociaux et Friki FM. Restez informés sur la santé, sur votre santé. Prenez soin de vous et au plaisir de nous retrouver mercredi prochain, même heure, même station.